Chapitre 110. Le Péril rouge de 1947, suite. Tout partit de Marseille, où les communistes avaient perdu la municipalité au profit du RPF au mois d'octobre. Le casus belli fut l'augmentation de 42% des tarifs des tramways votés par la nouvelle municipalité. Hausse des tarifs qui impactait directement le budget des ouvriers marseillais. Le 10 novembre 1947, journée de la mise en application des nouveaux tarifs, la CGT organisa une manifestation contre cette hausse lors de laquelle 4 syndicalistes furent arrêtés. 2 jours plus tard, le 12 novembre, les militants furent condamnés à 3 mois de prison ferme. Cette condamnation provoqua un mouvement de colère parmi les manifestants venus les soutenir devant le palais de justice. Ce fut le début d'émeutes, qui conduisirent dans l'après-midi à un nouveau procès. Les militants furent finalement condamnés à de légères peines avec sursis, puis libérés, mais Marseille était en feu. Sur l'hôtel de ville flottait le sinistre drapeau soviétique. Les autres drapeaux, qui avaient été mis à l'honneur pour les commémorations de l'armistice du 11 novembre, avaient disparu. Le lendemain, la grève générale fut votée par les assemblées générales des ouvriers du transport, du textile, de l'alimentation et des produits chimiques. L'extension de la grève concerna rapidement toutes les entreprises du département. Puis, le conflit marseillais fit tache d'huile et s'étendit à l'ensemble du pays. Les désaccords au sein du gouvernement sur la conduite à tenir face à ce mouvement le réduisirent au silence, favorisant l'extension de cette grève qui se généralisa. Finalement, le 19 novembre, impuissant, le gouvernement Ramadier démissionna. À Marseille, les grévistes adoptèrent des formes d'action dures. Les actes d'incivilité se multiplièrent. Le pays semblait au bord de la guerre civile. À la gare Saint-Charles, des grévistes établirent un piquet de grève à l'entrée des dépôts des machines pour s'opposer à leur sortie. Ailleurs, ils bloquèrent des rues. Ils allèrent même jusqu'à crever les pneus des voitures qui passaient, renversèrent des camions et empêchèrent la circulation. À Arles, le 2 décembre, un piquet de grève bloqua la sortie des cars. Toujours en Arles, 350 grévistes cherchèrent à débaucher le personnel des entreprises qui n'étaient pas en grève. Le lendemain, selon les forces de police, les grévistes étaient les maîtres de la ville. Dans le nord, les puits de mines étaient massivement occupés et les piquets de grève interdisaient là aussi l'accès aux lieux de travail. De véritables commandos se rendaient de ville en ville avec la volonté d'imposer l'arrêt du travail. L'année politique décrit ainsi la situation. Des groupes de grévistes, circulant en camion, attaquent des positions clés, font irruption dans les bureaux de vote, arrêtent les trains, basculent les feux des locomotives, envahissent les dépôts, obligent leurs camarades à cesser le travail, les brutalisent s'ils refusent. La police se montre impuissante à protéger la liberté du travail. Mais tous les Français ne l'entendaient pas de cette oreille, et des affrontements éclatèrent, opposant grévistes et non-grévistes. Ceux qui ne participaient pas à la grève étaient injuriés. On les traitait de traîtres. L'Humanité, du 25 novembre 1947, évoqua les corrections réservées à ces traîtres. Un groupe de jeunes a essayé de rompre les barrages des piquets de grève. Les jeunes sont repartis clopin-clopant, ayant reçu une sacrée correction. Les intimidations s'amplifièrent. Les familles des jeunes furent menacées. Les échauffourées se multiplièrent aussi entre grévistes et forces de l'ordre. Les forces de police redoublèrent d'efforts pour évacuer usines et chantiers occupés. Certains lieux s'avéraient stratégiques pour les grévistes, car ils avaient un impact direct sur la perception de la puissance des grévistes et de l'impuissance du gouvernement. C'étaient ces lieux que la police cherchait le plus à libérer, car pour le gouvernement aussi, la reprise de ces lieux était capitale en termes de crédibilité. La répression du mouvement s'accrut donc. Des affrontements très violents naissaient, des tentatives de réoccupation des gares. L'assaut de la gare de Valence, le 3 décembre, causa 3 morts.
Les grévistes adoptèrent alors des formes d'action terroristes. Les actes de sabotage de lignes électriques et téléphoniques se multiplièrent. Les grévistes inondèrent également des mines et déboulonnèrent des rails. Les sabotages furent très nombreux sur les voies ferrées, comme lors de l'occupation. Le déraillement du train express Paris-Lille, dans la nuit du 3 décembre, suite à un acte de sabotage, fit 16 morts et une trentaine de blessés. Le Parti communiste fut pointé du doigt pour cet acte criminel. Les communistes, de leur côté, mettaient le sabotage sur le compte de provocateurs du RPF. Pour tenter de rétablir la paix sociale, le 26 novembre, Robert Schuman, le nouveau président du Conseil des ministres, équivalent du Premier ministre, lança sur les ondes un appel aux travailleurs, lors duquel il déclara que la poursuite des grèves serait catastrophique. Son gouvernement entendait prendre 3 séries de mesures de défense républicaine et protection de la liberté du travail, immédiatement taxées de lois scélérates par les communistes. Parmi les mesures gouvernementales présentées à l'Assemblée nationale, le droit de grève se trouvait remis en cause. Le bureau confédéral de la CGT condamna unanimement les mesures gouvernementales, déclarant que ce projet de loi portait atteinte aux libertés syndicales inscrites dans la Constitution. Quant aux députés communistes, ils engagèrent à l'Assemblée une action d'obstruction systématique pour empêcher le vote de ces lois. Finalement, quand les textes furent votés le 4 décembre, il ne restait plus grand-chose du projet initial. Les nouvelles lois protégeaient la liberté du travail et criminalisaient les sabotages. Le ministre de l'Intérieur, le socialiste Jules Moche, envoya les réservistes et du matériel militaire lourd dans les zones stratégiques pour aider les forces de police, en particulier dans le bassin minier du Nord et dans la région marseillaise. La protection de la liberté du travail et l'évacuation des lieux de travail étaient les 2 priorités pour le rétablissement de l'ordre. Les consignes de Jules Moche, adressées dans une circulaire au préfet, étaient les suivantes. Si la persuasion ne donne aucun résultat, prendre toutes les mesures de police utiles pour faire procéder à l'évacuation des locaux illégalement occupés et pour faire respecter la liberté du travail avec l'aide et avec l'appui de la force publique. De son côté, le journal L'Humanité, la voix du Parti communiste français, incitait toujours les Français à la grève. Le 4 décembre, lendemain de l'attentat du déraillement du train Paris-Tourcoing, qui occasionna 16 morts et environ 30 blessés, le Parti communiste français annonçait « Le mouvement de grève gagne en extension et en puissance à travers le pays. » Le 5 décembre, il s'émerveillait. Dans toute la région parisienne, magnifique combativité. Le 9 décembre aussi, magnifique ardeur des travailleurs en lutte, unanime dans leur volonté de vaincre. Ces titres démontraient alors la volonté de la part des communistes de prolonger les grèves coûte que coûte. Mais le mouvement s'essouffla à partir du 7 décembre et le mardi 9 décembre, le Comité national de grève lança le mot d'ordre de repli général. Le lendemain, le 10 décembre 1947, l'Humanité annonça « Ce matin, 1 500 000 combattants reprennent en bloc le travail, au terme d'une grève où se sont affirmés leur courage et leur ténacité. » Ce fut la fin d'une terrible menace de guerre civile qui pesait sur la France. L'État, pour évoquer ce mouvement social, parla de grève insurrectionnelle. Il faut dire qu'1 800 000 grévistes furent recensés. Quant au bilan du nombre de journées de travail perdues, il fut estimé à presque 18 millions, contre moins de 400 000 pour toute l'année 1946. Ce fut le record de journées de travail perdues sous la 4e République. L'ampleur que prit ce mouvement de grève, dans un climat d'affrontement avec les forces de l'État, est à mettre en corrélation avec le virage politique pris par le Parti communiste français lorsqu'il s'aligna franchement sur les directives moscovites, conduisant les communistes français à une opposition frontale avec le gouvernement. Le Parti communiste français constituait alors en effet le premier parti politique de France,
avec 26% des suffrages exprimés en 1946, et le président socialiste franc-maçon Vincent Auriol, premier président de la 4e République, avait été élu en janvier 1947 grâce au soutien des communistes. Le Parti communiste français et son excroissance, la CGT, constituaient donc véritablement des forces capables de faire basculer le pays dans le chaos le plus total. Et il venait d'en faire la démonstration lors des grèves insurrectionnelles de 1947. On peut cependant se demander comment la France échappa alors à la guerre civile qui semblait si bien lancée. Et l'on ne pourrait répondre à cette question sans prendre connaissance d'autres événements remarquables qui se produisirent simultanément en France au début du mois de décembre 1947 et qui ne peuvent être dissociés de l'état insurrectionnel qui secouait alors la France. L'imminence du péril rouge qui menaçait alors les Français, notamment par l'importance des effectifs d'un parti communiste aux ordres de Staline, devenu le premier parti de France, poussa le ciel à donner une leçon aux catholiques, en leur montrant par quels moyens combattre ce fléau. Et ce fut à l'île Bouchard, petit village de Touraine, que, du lundi 8 décembre au dimanche 14 décembre 1947, la Très Sainte Vierge Marie apparut à des enfants et leur demanda de prier pour la France, qui, ces jours-ci, est en grand danger. Car le communisme, comme tout ce qui vient de la Révolution, ne peut être vaincu que par des moyens surnaturels. Les châtiments se combattent toujours par la pénitence et la prière. Il faut d'abord en comprendre la cause, puis être prêt à accepter de les subir, si telle est la volonté de Dieu, parce que l'on a compris qu'ils sont mérités. Et enfin, montrer au Seigneur notre envie de nous amender par des actes de pénitence et un ferme propos de ne pas recommencer à offenser Dieu.